principe donc d'une fonction de deux variables, au lieu de prendre une variable x et associer f de x. Donc la définition, c'est qu'une fonction de deux variables, on prend, comme son nom l'indique, deux variables ici x et y, et on calcule l'image f de x, y. Donc si on regarde sur les petits exemples que je vous ai donnés, l'exemple 1 ici tout en bas, on prend deux nombres x et y et on calcule x au carré plus y au carré. Donc ça, le résultat, c'est un seul nombre. Et au départ, on avait donc deux nombres x et y. Et à l'arrivée, on n'en a plus qu'un seul qui dépend de x et y. Donc c'est bien une fonction de x et y. Le domaine de définition d'une telle fonction, c'est les couples x, y pour lesquels la fonction existe, elle est définie, il n'y a pas de problème. Ces couples, il s'agit donc d'éléments de R2. Donc le domaine de définition, c'est un sous-ensemble de R2. Alors pour essayer de représenter ce que c'est qu'une telle fonction, on va représenter, je vous rappelle que quand on veut représenter une fonction avec une seule variable, on représente ça dans le plan, puisqu'on met en x, en abscisse, le x, et puis en ordonnée, le y, c'est l'image f de x. Alors ici, on va prendre dans le plan deux points, une valeur de x et de y, et puis on va prendre un z qui est f de x, y. Donc finalement, on va avoir une représentation dans R3 sous la forme d'une surface. Donc je vous ai mis des exemples juste après. On peut essayer d'avoir aussi, voilà, où est-elle? Voilà. Si je me place dans R3, donc on a en bas là le plan XY dans lequel on va prendre un XY et on va lui associer une valeur verticale qui va être Z, qui va être l'image. Ça va avoir cette allure-là. Vous prenez un X0, un Y0. Vous voyez le point qui correspond, ça c'est le point X0, Y0. Et puis l'image, ça va être une valeur Z, donc une hauteur. Et si je fais ça pour tous les points du plan, ou au moins sur un domaine délimité, je vais avoir plein de hauteurs. Et si je relie toutes ces hauteurs, tous ces points, par continuité, je vais avoir une sorte de nappe, une sorte de surface, alors plus ou moins régulière, on va voir suivant les exemples. Donc, on va avoir la représentation de la fonction par une surface et non pas par une courbe, comme on avait les fonctions avec une seule variable. Quand on avait une seule variable, on avait une courbe. Quand on a deux variables x et y, on obtient une surface. C'est vraiment l'essentiel du truc à comprendre pour ces fonctions. Donc, on va regarder les domaines de définition. Dans la pratique, ils vont être assez simples. Si je prends comme premier exemple très simple, je prends la fonction définie par x carré plus y carré. Il n'y a pas de problème de définition. C'est toujours défini, ça. Tant que je ne fais pas de division, que je n'ai pas de racine carrée ou des choses comme ça, c'est défini pour tous les x réels et pour tous les y réels. Donc, pour tous les couples de R2. Ce qui fait que je peux représenter, alors j'ai fait une représentation, ça c'est grâce à, c'est en Python qu'on peut faire ça, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va avoir comme ça une représentation de la fonction par une surface. Alors, je vais lancer... alors, en Python, ça a cette allure-là. On a besoin de matplotlib et puis aussi de NumPy. Et ça, je sais pas, c'est un truc chelou. J'ai pompé ça sur Internet, comme tout le monde. Je comprends pas réellement comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc, on définit quoi? La fonction f, c'était x carré plus y carré. Donc ça, c'est assez simple à définir. Ensuite, j'ai défini donc une fenêtre vide, les axes x et y. Donc, je travaille ici pour le x, pour chacun, sur l'intervalle moins 10, 10. Pour le y, sur l'intervalle moins 10, 10. Les lignes spèces, c'est un petit peu ce qu'on avait fait quand on avait fait les courbes avec une seule variable. Et le 40, à chaque fois, c'est le nombre de points que je vais utiliser entre moins 10 et 10 pour, en fait, décomposer mon intervalle. Et ça va être toutes les valeurs qui vont me permettre de calculer les images. Ensuite, je vais créer le plan XY, donc création de la grille, et puis je vais appeler Z à chaque fois, c'est f de XY. Et on va faire des plots, donc de X, Y et Z.
Donc, on va représenter des points, mais des points dans l'espace. Donc, quand je fais tourner ça, le début, c'est un petit peu long. Et waouh, voilà ma figure. Donc, c'est beau. Je peux l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, l'avantage, c'est, regardez, c'est magique. Donc, ici, on voit bien qu'on a le X ici qui va de moins 10 à 10. Le Y qui va de moins 10 à 10. Le point 0, 0 de l'origine de mon plan, il est coincé sous la courbe. C'est normal parce que l'image de 0, 0, c'est 0 au carré plus 0 au carré, ça fait 0. Donc, ma nappe ici, donc qui représente ma surface, qui représente la fonction, elle est posée sur le point 0, 0. Et regardez, je peux le faire tourner, c'est très très joli. Hop, donc on voit que, reste en l'air, on voit que ma nappe, elle est posée sur le point 0, 0 ici, donc ma fonction, comme un œuf en fait, et elle bouge plus. Si je regarde après d'autres valeurs, si je me mets dans le coin qui est ici, le coin qui est ici, ça correspond pour mes X qui sont là. Ben, le X, il est au maximum, hein, il est à 10. Et puis pour le Y que j'ai représenté ici, en fait, il faudrait les représenter au milieu, mais c'est pas facile à représenter au milieu. Et mon Y, il est à 10 aussi. Donc quand je fais 10 au carré plus 10 au carré, ça fait 100 et 100, 200. Et on voit que on arrive ici, la valeur de Z, c'est 200. Donc pour chaque point du plan ici, j'en ai pris 40 pour les X, 40 pour les Y. Donc 40 fois 40, ça fait 1600 valeurs. Pour ces 1600 valeurs, j'ai calculé à chaque fois le Z qui correspond. Il y a un souci? Donc, pour les 1600 valeurs, on a calculé à chaque fois le Z qui correspond et ça a été relié. Et puis, donc avec des couleurs, comme ça permet de mieux visualiser un petit peu la surface. C'est beau, hein, c'est magnifique. Donc, on peut voir vu de dessus ce que ça fait, ça tourne. C'est super chouette. Donc, moi, je vous en ai donné un exemple. Je vais refermer un peu des trucs. Hop. Et ça, c'était, voilà, ça c'est le cours. Bien, donc je vous l'ai figé là pour que vous ayez une représentation. Ça fait une représentation assez jolie. Donc x carré plus y carré, ça a cette représentation-là dans l'espace. Si on donne un autre exemple, x carré moins y carré. Alors, pour représenter x carré moins y carré, en fait, je vais reprendre mon Python. Bon, je vais fermer ça. Ok. Et puis, c'est un petit peu plus long. Je vais reprendre l'exemple 1 de tout à l'heure, mais je vais modifier la fonction. Et au lieu de prendre x carré plus y carré, je vais mettre un moins. Regardez ce qui se passe à ce moment-là quand je mets un moins. Et je fais tourner ça. Là, ça revient. Alors, c'est à cette allure-là, x carré moins y carré. C'est un petit peu moins intuitif, mais on a toujours le même principe. Je travaille entre moins 10 et 10, entre moins 10 et 10 pour les y, et je peux faire tourner. Donc, voilà l'allure de cette courbe. La hauteur, ça dépend de la valeur du point à chaque fois. Donc, je calcule x carré moins y carré. Donc, il y a des valeurs négatives, hein, évidemment. Donc, on voit le z, hein, le z ici, le 0 est là. On va de moins 100 jusqu'à 100 sur cet exemple-là. Bien, et on peut faire tourner comme on veut. Je replie ça. Voilà la représentation qu'on a ici. En termes de domaine de définition, il n'y a aucune interdiction. Donc, le domaine, c'est toujours R carré. Parce que là, rien de bien méchant. L'exemple 3, c'est un exemple beaucoup plus tordu. Alors, c'est très, très joli. Je trouve ça assez joli comme représentation. On a x, y sur x carré plus y carré. Le domaine est plus compliqué parce qu'il ne faut pas diviser par 0. Et en fait, la seule façon d'avoir x carré plus y carré qui fait 0, c'est le couple 0, 0. Donc, on prend toutes les valeurs possibles dans R carré, sauf le couple 0, 0. Et voilà l'allure que va avoir cette nappe. Donc, en fait, autour de 0, il se passe des choses un petit peu étranges, mais ça fait aussi un dessin assez joli. Donc, sachant qu'en 0, il n'y a pas de valeur. Autre exemple,
Autre exemple, ah si, il est là, le dessin. Donc, j'ai pris racine de 100 moins x carré moins y carré. Donc, déjà, on va chercher le domaine. Et le domaine va être un peu compliqué parce qu'on a cette racine carrée qui apparaît. Pour que la fonction soit définie, il faut que le terme en dessous de la racine soit positif. Ça signifie que si je bascule x carré et y carré de l'autre côté, que la somme là doit être plus petite que 100. Et en fait, si je regarde, ça veut dire quoi quand c'est égal à 100? Quand c'est égal à 100, ça veut dire qu'on a le cercle de centre 0, 0 et de rayon 10. Donc, si je prends les valeurs où on a x carré plus y carré inférieur ou égal à 100, ça veut dire qu'on va avoir tout le disque de centre 0, 0 et de rayon 10. Alors, sur ce domaine ensuite, on va calculer la hauteur z à chaque fois, le f de xy, hein, c'est le z. Quand on calcule z, c'est un nombre positif, puisque c'est une racine, et quand on le met au carré, eh bien, ça fait 100 moins y carré moins x carré moins y carré. Donc, on a cette relation-là. C'est-à-dire que le z qu'on va calculer, il est toujours positif, et il vérifie, quand je fais x carré plus y carré plus z carré, ça fait 100. Et en fait, ça, c'est une sphère, c'est l'équation dans l'espace d'une sphère de centre 0, 0, enfin l'origine, et de rayon 10. Mais comme je me limite aux z qui sont positifs, je vais avoir juste une demi-sphère, d'où le schéma qui est là. Alors, les bords sont un peu déchiquetés parce qu'en fait, on ne peut pas aller exactement au bord, c'est assez difficile de faire apparaître exactement le cercle, mais ensuite, ça ressemble à une demi-sphère. Alors, c'est pas, on n'a pas quelque chose de parfaitement orthonormé, donc elle est un petit peu étirée. Je peux vous la faire tourner en travaillant en Python. Donc, on est sur l'exemple 4. Elle est là, ma sphère. Donc, il y a des petits soucis. Il y a du rouge qui apparaît parce qu'en fait, au bord, sur les bords, il y a des valeurs interdites. Puisque si je regarde ici mon code, je travaille ici sur des X et des Y qui sont entre moins 10 et 10 tous les deux. Donc, je travaille sur un carré. Donc, dans le plan, quand je dessine mon domaine dans le plan, c'est un carré. Et on a dit que le domaine, c'était un disque. Parce que c'est pas facile de représenter avec des lignes spèces un disque. Donc, il y a des valeurs interdites. Et j'essaye de calculer le Z pour des valeurs interdites et il me dit non, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est ma figure? Elle est là. Parce que quand même, pour les autres valeurs, il accepte de le calculer. Bon, ben, tant mieux. Hein. Donc voilà l'allure que ça a. Si je fais tourner un petit peu ça, je vais être au-dessus, en dessous. Ah, là, c'est une sorte de vue de dessus, mais c'est un peu ratatiné. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, vue de dessus, ouais, je sais pas si c'est plus joli, on voit que le domaine, en fait, hein, ça forme un cercle. Donc, on a un cercle ici pour le domaine. Et ensuite, quand on calcule le z, ben, la hauteur de ma fonction, on obtient la représentation donc de cette demi-sphère. Donc, à part le fait que ce soit déchiqueté un petit peu en bas, c'est assez joli, je trouve, comme ça. Donc, voilà pour cette partie. Alors, maintenant, donc voilà l'idée, hein, la notion de représentation d'une fonction de deux variables. Il faut juste comprendre qu'on a une représentation dans R3, dans l'espace, que le domaine de définition, c'est le plan, la base hein, sur laquelle on travaille, et puis la représentation de la fonction, c'est la surface, donc c'est la hauteur, et puis quand on fait varier la hauteur, on crée une surface. À partir de ça, on va définir ce qu'on appelle les fonctions partielles. Les fonctions partielles, c'est quand on bloque le y ou on bloque le x et on fait plus varier que l'autre. Donc, si je bloque le y, je l'appelle y0, je fais varier le x et j'ai une fonction à ce moment-là avec une seule variable au départ et puis à l'arrivée, je calcule f de x et d'un y fixé. Sur un domaine, alors le domaine, il faut que le domaine est donc un intervalle, souvent un sous-ensemble de R, tel que les points concernés restent dans le domaine
d de la fonction f. Pareil, si je bloque le x, donc j'appelle x0, il n'y a plus que le y qui bouge. Donc on a une fonction normale d'une variable et on obtient ici une valeur à chaque fois. Alors j'ai repris l'exemple 2 de tout à l'heure et on va regarder ce qui se passe. Donc ici, on prend, si je prends n'importe quel xy, x0, y0 dans le domaine, si je veux figer le y, et je m'intéresse à la fonction que j'obtiens en figeant le y et en faisant varier le x. Elle a cette allure-là. C'est x carré, lui qui est variable, et y0 au carré qui bouge pas. Donc voilà l'allure de la fonction. Et ça, c'est défini pour n'importe quel x dans R. En particulier, je donne un exemple, si on fixe carrément y égale à 0, si je fixe y égale à 0, ben j'obtiens x carré tout simplement. De la même façon, si je fixe le x et que je laisse varier le y, je vais avoir une fonction, une constante ici, moins y carré. Donc, en particulier, si je prends x0 égale 0, tout simplement, je vais avoir moins y au carré. Voilà les deux fonctions qu'on peut obtenir. Et ça, on peut les retrouver sur les graphiques, sur cet exemple-là, parce que je l'avais modifié, hein, c'est lui maintenant. Si je le refais tourner, on va regarder ce qui se passe quand on se limite, quand on bloque le x à 0. Donc, si je bloque le x à 0, en fait, c'est comme si on coupait ici notre surface au niveau du 0. On va regarder juste la tranche verticale. Donc, en fait, il faudrait la regarder de profil. Et quand je bloque le x à 0, voilà, on y est presque. Ah, c'est pas trop joli. Bon. Alors, ici, si je suppose que mon x est limité à 0, il n'y a plus que le y qui bouge, et mon y, il varie comme ça. Enfin, quand mon y varie, pardon, ma fonction, elle varie comme ça. C'est quoi ça? Ça, c'est moins y carré. On la connaît, la fonction moins y carré. Donc, le y varie entre moins 10 et 10. Et puis, là, j'ai le 0, qui est mon z. Et mon z, il vaut moins y carré à chaque fois. Donc, on voit bien le profil que ça peut avoir. De façon un peu similaire, si je bloque le y à 0, donc le y à 0, c'est ici. Donc, je vais regarder maintenant ce qui se passe le long de cette ligne-là. Donc, je vais me placer face ici. Voilà, c'est pas mal. Donc, mon y étant à 0, je mets de profil ici. Là, j'ai mes x qui varient. L'axe qui est ici, c'est l'axe des x. Les y qui sont bloqués. Mes x varient de moins 10 à 10. Et je regarde, en hauteur, c'est les z. Là, les z, ils sont là. Et le z, ben, comme y est bloqué à 0, mon z, c'est forcément x carré. Et je vois, effectivement, je retrouve la courbe z égale x carré. Quand j'ai bloqué, donc je me limite au plan, en fait, le plan y égale 0. Donc, c'est comme si on recoupait cette figure qui était en 3 dimensions. Je me limite à un plan, le plan y égale 0. Et dans un plan, donc je regarde plus toutes les autres couleurs, hein, je regarde que ce qui se passe dans ce plan-là. Et dans ce plan-là, j'ai bien la courbe, la trace de ma surface, c'est la courbe z égale x carré. J'espère que mon blabla est assez clair. Je vais les refermer. Ça, je le ferme. Ça, je vais le garder pas loin. Voilà. Alors ensuite, le cercle, hein. La sphère, pardon. La sphère, ben, c'est justement, je l'ai écrasée bêtement. Il va falloir que j'aille la réouvrir. Voilà. C'était mon exemple 4. Voilà, il est mieux. Alors, ici, on prend un y0 entre moins 10 et 10. Si je veux bloquer une valeur de y, je suis obligée de la bloquer entre moins 10 et 10 parce que ça va être les limites. Ça, c'était lié au domaine qu'on avait trouvé tout à l'heure, puisque dans le domaine, c'était le cercle de centre 0, 0 et de rayon 10. Donc, au maximum, mon y, il est entre moins 10 et 10. Ici, on le retrouvait, le y
ici, il était au maximum entre moins 10. Ah, il est à l'envers. Parce que moins 10, c'est 10. Alors, donc je reprends tout ça. Si je veux maintenant déterminer un Y pour un Y quelconque, est-ce qu'on est dans le domaine? Donc, Y0 étant fixé. Dire qu'on est dans le domaine, ça veut dire que l'intérieur de la racine doit être positif. Donc, x carré doit être plus petit que 100 moins y0 au carré. Donc, le x, c'est un nombre compris entre plus ou moins cette racine. Donc, on va obtenir pour le x un intervalle de validité pour la fonction partielle. Bon, un cas particulier. Si je prends, pas tout à fait innocemment, mais presque, si je fixe un y égale à 6, et je regarde c'est quoi la fonction f.6 de x. Je calcule, hein. Si je prends y égale 6 au carré, ça fait 36. 100 moins 36, ça fait 64. Donc voilà ma nouvelle fonction. Et on voit bien que c'est une fonction qui dépend que de x. Et cette fonction, elle est définie quand quand mon x, il est compris entre moins racine de 64 et racine de 64, c'est-à-dire moins 8 et 8. Voilà son intervalle. Donc ça limite un petit peu l'intervalle. J'aurais presque dû faire un dessin un peu plus joli pour ça. Donc le z, lui, qui correspond, quand je vais le calculer, ça va être racine de 64 moins x carré. C'est-à-dire quand je mets au carré, je passe de l'autre côté. Ce z est positif et on a ici une relation qui correspond au cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 64, c'est-à-dire 8. Ça veut dire que si je reprends la représentation ici, que je le lance, je ne sais pas si ça va être assez clair. Donc, on a dit qu'on se limitait avec y égale 6. Donc, mes y sont là et les x sont ici. Donc, ici, si je bloque avec y égale 6, donc je vais me bloquer quelque part entre 5 et 10. Là. Y égale 6, on est ici. Si je tourne, alors, je vais peut-être me mettre, voilà, comme ça, non. C'est plus très parlant. Voilà. Est-ce que ça peut tourner un petit peu? Ici. Donc, si ici j'ai y égale 6, et je vais regarder, je bloque y égale à 6, et je vais regarder ce qui se passe pour mes x. Ben, mes x, ils sont ici dans l'intervalle horizontal, et puis les z, ben les z, ça monte, 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 monte. En fait, je suis sur une ligne là. Et il y a des lignes noires qui apparaissent sur la sphère. Je vais suivre une ligne, et cette ligne, elle correspond à y égale 6. Et le z, il augmente tout autant, puis après, ça redescend derrière. Et ça correspond donc à un demi-cercle. Vous imaginez que vous prenez votre sphère ici, et vous la découpez avec un grand couteau, en suivant bien les traits, et ben vous allez obtenir la tranche, ça va être un demi-cercle de centre 0, 0, enfin sur l'axe, et il va être plus petit que le grand cercle. Ce demi-cercle-là, il aura un rayon, on a dit 8, alors que le grand cercle, il avait un rayon de 10. Et on voit bien que plus on avance, plus je vais faire des tranches de plus en plus pour mon Y. J'étais à 6, je vais vers 7, 8, 9, au maximum 10. Plus je vais grandir dans le Y, plus mes tranches vont être petites. Voilà ce que ça signifie. J'espère que c'est assez clair. Et c'est ça, cette notion de fonction partielle, c'est quand on prend une tranche, en fait, et on regarde la fonction. Et là, on retombe dans un plan, donc on est figé dans un plan, donc on retombe sur la représentation habituelle d'une fonction dans un plan avec les x en horizontal, et simplement, c'est les z qu'on a en vertical. Alors, la notion de limite et de continuité d'une fonction de deux variables. On va faire ça assez rapidement. Dire qu'on a... Maman. Oui. Vas-y, demande.
Alors, dans le cours, non, tu voulais le dessin? Eh ben, si ton x il sort de cet intervalle-là, le x au carré, il va être plus grand que 64. Et donc, et c'est là, ça va devenir négatif. Et sous la racine, j'ai plus le droit de calculer. Voilà pourquoi. C'est parce que c'est au carré. Il y avait une autre question, il n'y avait que toi. J'ai eu l'impression qu'il y avait deux personnes qui essayaient d'intervenir en même temps. Non. Bon, alors je continue sur la notion de limite. Alors, qui est une notion qui est assez intuitive et pas très facile ensuite à détailler. La notion de limite, c'est que on se rapproche d'un point figé x0, y0, et on dit que la limite de la fonction, c'est L. Alors, je prends que les limites finies. Les limites infinies, ça part en vrille, quoi. Quand on a une limite finie, ça veut dire que si on se rapproche du point là, x0, y0, dans le plan, eh bien ma hauteur z, va se rapprocher de L. C'est toujours aussi près que je veux, donc à epsilon près. Donc ma hauteur, elle va se rapprocher de L à epsilon près quand mon x se rapproche de x0 et le y se rapproche de y0. Donc c'est là qu'il faut qu'il se rapproche de façon simultanée. Je vous ai préparé un petit dessin de celui-ci. Voilà, on était là. C'était le dessin de tout à l'heure. Donc j'ai x0, y0, et puis autour, j'ai d'autres couples xy. Je me dis, quand je vais me rapprocher de ce point-là, la limite, je vois bien que ça va être la valeur ici, parce que tout est bien lisse, tout se passe bien, c'est très continu en fait. On va se rapprocher de ce gros point-là. Pour visualiser ça, le fait de se rapprocher de x0 en disant x moins x0 plus petit que alpha, ça veut dire qu'on est dans la bande x0 moins alpha, x0 plus alpha. Ça, c'est une représentation classique qu'on avait vue pour les limites des fonctions à une variable. Le fait de se rapprocher de y0 à alpha près, ça veut dire que le y qui m'intéresse, les y qui m'intéressent, il y en a plein, il se situe entre y0 moins alpha et y0 plus alpha. Donc les points qui m'intéressent, si je regarde les points qui m'intéressent, ils doivent vérifier les deux choses là. En distance plus près, près de x0 à alpha près et près de y0 à alpha près. Donc si je reprends mon schéma, les points qui m'intéressent, ils sont dans la zone hachurée ici. Et quand ces points sont dans la zone hachurée, eh ben en fait, ça veut dire que je vais regarder les valeurs ici, ça correspond à une valeur, à une portion de la surface autour de L que j'ai représenté, j'ai essayé de représenter ça. Donc, j'ai pris les coins et puis j'ai regardé la surface. Alors la surface, elle, c'est plus un carré, c'est un truc un peu tordu. J'ai pas pris un exemple trop tordu. Mais ça veut dire que ça peut descendre plus bas que L, monter plus haut que L, par rapport à Z, puisque le L, c'est une valeur de Z. Et toutes mes images, c'est toujours des valeurs de Z. L'essentiel, pour dire que la limite, c'est bien L, c'est qu'on s'éloigne pas trop. On s'éloigne pas trop, c'est-à-dire qu'en hauteur, on reste à epsilon près. Voilà ce que ça signifie. On reste à epsilon près, ça c'est les Z en fait, les images qui restent proches de L à epsilon près, à condition qu'on soit assez proche de x0 et de y0 en même temps. Voilà cette notion de limite. Donc cette notion de limite, ça veut dire que quand on est proche du point x0, y0, les Z sont proches de la valeur L. Alors après, on va regarder, finalement, on va pas l'utiliser, utiliser cette formule-là dans la pratique. On va regarder ce qui se passe avec des fonctions simples. Si vous reprenez le premier exemple, donc x carré plus y carré, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers moins 1 et y tend vers 1? Ma fonction, elle tend bêtement vers 2. Puisque ça va se rapprocher de 1, ça aussi, parce que le moins, il va disparaître dans le carré. Donc, on va avoir 1 et 1, ça va se rapprocher de 2. Et en fait, c'est assez intuitif. À partir du moment où on a des fonctions de type polynomial, les limites, elles se passent très, très bien.
si je prends le deuxième exemple, x carré moins y carré, le x carré tend aussi vers 1, le y carré vers 1, mais quand je fais la différence, ben, ça va tendre vers 0. Donc, en moins 1, on va se rapprocher de 0, et on voit bien, ça se rapproche bien, si vous visualisez donc les courbes, c'était lisse, quoi, ce truc-là. C'était celle-ci. Comme on a une fonction qui est très lisse, en fait, elle est continue, donc on se rapproche, là c'était pour moins 1, on s'approchait de 0, ça paraissait assez intuitif. Et on voit bien qu'à chaque fois, on passe d'un point à l'autre de façon continue, donc quand on se rapproche, ben, ça se rapproche de la valeur. C'est lisse, hein, c'est assez facile de passer d'un point à l'autre. Celle qui va nous poser des soucis, c'est la suivante. L'exemple 3, celle-ci. Qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de 0, 0? Alors, je vais le faire par le calcul, puis après, je vais vous montrer sur le schéma, et c'est assez, en fait, explicite sur le dessin. Je veux chercher la limite au point 0, 0. Donc, s'il y a une limite, que j'appelle L, cette limite, c'est quand X et Y se rapprochent simultanément. En particulier, si mon Y il est de la forme moins X, si on a une symétrie dans l'expression, quand X se rapproche de 0, moins X aussi. Donc, quand je cumule les deux comme ça, X et moins X, quand je les combine ensemble, ben, la limite, ça doit faire L aussi. On doit avoir toujours la même limite. Et de la même façon, si mon Y c'est égal à X, ben, X et X tendent tous les deux vers 0, donc on est dans une situation comme ça. Donc forcément, ça doit aussi tendre vers la même valeur L que je cherche. Alors, pourquoi j'ai remplacé? Parce que là, les calculs sont plus faciles à faire quand X tend vers 0. Parce que ici, quand X tend vers 0, c'est moche, hein, ça fait 0, enfin, quand X et Y, pardon, tendent vers 0, ça fait 0 en haut, 0 en bas. On est vraiment sur de la forme indéterminée. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre tout de suite. Alors, ici, quand je prends cette expression-là, c'est-à-dire je remplace les Y par moins X, je vois bien qu'ils tendent vers 0 aussi. En haut, j'ai moins X au carré. Et en bas, j'ai X carré plus X carré. Donc voilà l'expression, je simplifie, ça me fait moins X au carré sur 2X au carré moins 1,5. Donc forcément, la limite, c'est moins 1,5. On a quelque chose qui va être constant. Si je prends l'autre expression ici, je remplace dans ma fonction y par x en haut et en bas. J'obtiens x carré sur 2x carré, ça fait 1,5. Donc la limite, c'est 1,5. Ce qui fait que pour cette limite L, j'ai deux possibilités. Un coup, je trouve moins 1,5, l'autre coup, je trouve 1,5. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, on est sur le cas d'une fonction qui n'a pas de limite. Alors, on va la représenter à nouveau. Vous avez une photo, mais elle est figée. Non, c'est elle. Et on va essayer de se promener sur la nappe, sur la surface. Et quand on se promène sur la surface, on voit bien que cette notion de limite est un peu bizarre. Alors, on a dit qu'on pouvait prendre, par exemple, si je vais commencer par le plus compliqué. Ici, si je remplace y par x, hein, si je prends y égale x, y égale x dans ma fonction, ça veut dire, où sommes-nous là? Y égale x, c'est une droite. Hein, je vous rappelle que dans le plan, là en bas, vous avez le plan des x et des y. La droite y égale x, c'est la première bisectrice. Ça veut dire que si je me place vue de dessus, alors vue de dessus, on voit plus trop, hein, mais vous avez les x sont là, les y sont ici, la droite y égale x, c'est la bisectrice, elle est là. Et en fait, si vous regardez, c'est ce qui est rouge, hein, c'est ce qui apparaît en rouge, même le plus foncé, c'est la bisectrice. C'est-à-dire, c'est les points de la nappe qui correspondent à la bisectrice. Et au milieu, il y a une sorte de trou bizarre, là. Hein. Il n'y a rien au milieu, parce que c'est le fameux point 0, 0 qui m'intéresse. Alors, je retourne un peu. Et imaginez-vous, donc vous voyez bien, ici, on est à 0,5. Parce qu'on a dit que quand on se promenait sur la bisectrice, la hauteur, c'est-à-dire l'image, le Z, c'était toujours 1,5. On l'a calculé, ça. C'est ce qu'on a calculé ici. Ça, c'est f de x et de x. Ça fait toujours 1,5. C'est pour ça que sur ma surface,
on est toujours à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et de l'autre côté, 1,5, 1,5, 1,5 aussi. Donc, quand vous imaginez que vous êtes un petit bonhomme qui se promène sur cette surface, vous vous promenez là, puis vous vous rapprochez de 0. Alors, c'est continu là. Ça, on avance pas à pas. Et puis là, ça veut plus trop se calculer. Et on a un trou. On a une crevasse. De la même façon, si j'arrive par l'autre côté, j'ai aussi une crevasse. Donc, c'est donc ce problème de limite. Mais sinon, on voit bien qu'on est toujours sur le rouge. Donc, le rouge, ça correspond exactement à ça. C'est ça, le rouge. Le bleu, je remonte. Le bleu, c'est quand j'ai y égale moins x. Alors, y égale moins x, dans le plan, c'est la deuxième bisectrice. On peut l'appeler comme ça, on a fait la première. La deuxième bisectrice, donc je me remets vue de dessus pour essayer de voir un petit peu. Donc, vous voyez vos x ici, vos y là. La droite, y égale moins x, c'est celle qui prend les diagonales, mais dans ce sens-là. Et en fait, ça correspond à tous les points bleus, bleu foncé qui sont en bas. Pourquoi? Parce qu'on a calculé tout à l'heure que quand on prenait toujours, elle est ici, y égale moins x. Quand je prends y égale moins x, c'est constant, on a moins 1,5. Donc, sur cette deuxième bisectrice, la fonction f prend toujours la valeur moins 1,5. Donc, ça veut dire que si on est un petit bonhomme et qu'on marche, alors là, on marche au fond de la crevasse. Oh, là, c'est trop crevassé. Bon, on va dire qu'on marche ici, sur cette bisectrice. On voit pas trop ce qui se passe de l'autre côté, mais si j'avance sur ma bisectrice, la droite, y égale moins x, j'avance, 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 et quand je me rapproche de 0, ben, il se passe des choses bizarres, il n'y a plus rien, et on m'oblige à remonter. Voilà, là, je le vois mieux. Je suis le petit bonhomme, je marche en bas, et quand j'arrive à 0, là, il y a un trou. Je peux pas rejoindre mes copains qui sont de l'autre côté. Et il y a un trou, et puis hop, ça revient là-haut, quoi. En fait, il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, et ils n'arrivent pas à... Ici, en fait, il y a une porte de communication, au contraire. Et il y a une discontinuité ici. Ce qui fait que votre nappe, votre surface, elle a une drôle d'allure. En fait, elle est déchirée. Elle est déchirée parce qu'il n'y a pas de limite ici. On n'a pas de continuité de la surface. On a un point de discontinuité en 0. Ce qui lui donne cet aspect un petit peu étrange qu'on n'avait pas du tout pour les autres surfaces. Parce que les autres surfaces, il y avait des limites partout, donc c'était continu. Là, c'est déchiré. Voilà. Je trouve que c'était assez joli. Ça permet de comprendre cette notion de limite et de continuité. J'espère que ça va pour ça. Alors après, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, elle n'avait pas de limite. La notion de continuité, en fait, dire que la fonction est continue, ça veut dire que la limite, c'est la valeur au point. Bon, ça, c'est les deux premiers exemples qu'on a vus. C'était tout bien continu. Ici, il n'y a pas de valeur au point. Je pourrais mettre n'importe quoi, mais quoi que je mette, comme il n'y a pas de limite, ce sera jamais continu pour la fonction du dessus. Bien. Alors, voilà, pour ça, c'est cette notion-là qui est finalement assez intuitive, mais c'est assez difficile à montrer. Et pour le montrer, vous avez vu, on est obligé de prendre certaines valeurs spéciales de y, et c'est toujours comme ça quand on veut vous faire montrer que quelque chose est discontinu. Alors, le truc important, c'est les dérivées partielles. Je suis sûre que vous en avez déjà fait en physique, tout ça. C'est quand on a donc une fonction qui a plusieurs variables. Alors, en physique, en général, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et on veut dériver par rapport à une variable. Donc, on va fixer ça. On prend donc notre fonction de deux variables x et y, et puis on fige le y. Donc, on l'appelle y0. Là, il n'y a plus qu'une seule variable. Et si je dérive cette fonction par rapport à x, ben je note ça, d rond comme ça, f, sur dx, en x, y0. Ça, c'est donc un nombre dérivé, mais juste par rapport à x. On a figé le y et on dérive que par rapport à x. Le y ici est considéré comme une constante. Donc, ensuite, ça nous permet de redéfinir une fonction dérivée. La dérivée partielle, donc en xy, je ne mets plus de y0. Ce sera à vous, dans votre tête, de visualiser que le y ici, il est figé. Quand je calcule ça, je fige le y et je ne dérive que par rapport à x. De façon symétrique, si je fige le x et que je dérive par rapport à y, j'ai donc la dérivée partielle par rapport à y.
On va voir des exemples, sur nos exemples, hein, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on dira qu'on a une fonction de classe C1 si les deux dérivées partielles sont définies, donc si c'est dérivable hein, de chaque par rapport à x et par rapport à y, et si ces dérivées sont continues. Continues au sens qu'on a défini tout à l'heure. Alors, je prends l'exemple 2, l'exemple 1, il était vraiment trop simple. L'exemple 2, c'était x carré moins y carré. Donc ça, c'était défini sans problème sur R2. Est-ce que c'est dérivable? Oui. On voit bien que par rapport à x, tout est dérivable et par rapport à y aussi. Alors, s'il dérive par rapport à x, il faut faire quoi? Là-dedans, toute la partie en y, c'est une constante. Donc, quand je la dérive, ça fait 0. Et il me reste plus qu'à dériver le x carré, qui se dérive en 2x. Le principe est simple. Symétriquement, si je veux maintenant dériver ça par rapport à y, je bloque le x, qui devient une constante. Donc, x carré, quand je le dérive, bah, ça fait 0. Et le moins y carré, quand je le dérive, j'ai moins 2y. Faut juste pas s'embrouiller dans les lettres, hein, c'est tout. Ah, on continue par beaucoup plus fort. L'exemple 3, le fameux, si j'enlève le point qui me posait problème, qui était le point 0, 0. Le reste du temps, cette fonction, elle est tranquille. Elle est un peu tordue, mais elle est tranquille. Quand je veux la dériver, alors, si je la dérive par rapport à x, si je la dérive par rapport à x, j'ai dit que je bloquais le y comme une constante. Et par rapport à x, on a un quotient, hein, c'est de la forme u sur v. Donc, ça va se dériver en u'v moins uv' sur v carré. Donc, le v carré, pas de problème. En haut, ça, le u', c'est de la forme x fois quelque chose, x fois une constante. Si j'ai 3x, quand je dérive, ça fait 3. Si j'ai 4x, quand je dérive, ça fait 4. Donc, quand j'ai x, y, quand je dérive, j'ai que le y qui apparaît. Parce que le x fait 1. Donc, u', le v, bah, je recopie ce qu'il y a en dessous, moins, ok. Le u, bah, je le recopie, c'est un xy. Alors, évidemment, il est un peu caché là-dedans, parce que quand je dérive le dessous, le v', quand on dérive le dessous, le y carré disparaît parce que c'est une constante, et le x carré me fait un 2x. Donc, je vais avoir 2x multiplié par xy, d'où la représentation qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une bêtise, je crois. J'ai dit quand je dérive par rapport à y, c'est la même chose. Je crois que j'ai fait un copier-coller malencontreux, là. C'est faux. Je suis en train de le voir, là, en relisant ça. Ça peut pas marcher. Donc ça, vous voyez, il faut que je rectifie. Il faut que je note quelque part. Je le rectifierai, puis je vous enverrai une version corrigée. Donc, page 6, la dérivée par rapport à y. Je note sur un petit papier. Bien. Donc, exemple 4, l'exemple avec la racine. Ah, la racine. Le problème des racines, c'est que c'est pas dérivable quand le terme sous la racine est nul. C'est-à-dire, dans notre histoire, quand le x carré plus y carré est égal à 100. Donc, notre, c'était le disque en prenant, y compris le bord, hein, de centre 0, 0 et de rayon 10. Et là, on va devoir enlever le bord, en fait, du disque. Les termes où x carré plus y carré, ça fait exactement 100. Donc, cela, il faut les enlever pour dériver. On n'a pas exactement le même domaine de dérivabilité que le domaine de définition. Après, quand je dérive, sinon, c'est classique, c'est une racine. Donc, en haut, on a u' et en bas, 2 racines de u. Le u' ici, si je dérive par rapport à x, ben, le 100, il disparaît, le y carré aussi. Il me reste ça à dériver, ça me fait moins 2x. Alors, j'ai mis que moins x parce que le 2 racine de u en bas, ça a simplifié mes 2 avec le 2 du haut. On a les choses très symétriques, donc la dérivée par rapport à y, c'est la même. Sauf qu'il faut échanger le rôle hein, de x et de y. Donc, quand je dérive par rapport à y, j'ai un moins 2y en haut, c'est mon u', et 2 racines de u, j'ai simplifié par. Donc, ça, c'est. Je vous ai mis un autre exemple, hein, si vous voulez vous entraîner un petit peu. Si je dérive ça ici par rapport à x, je bloque le y. Donc, c'est de la forme e puissance u. Hein. Donc, quand je vais dériver, je vais avoir u', eu. Le u' ici, c'est la dérivée de ce qui est là-haut par rapport à x. Donc, x,
j'ai x fois une constante, il me reste que la constante. Hein, quand je dérive lambda x, il me reste que le lambda. Et le lambda, c'est moins y carré. Il est là. Donc ici, à reprendre tranquillement, vous ferez ça chez vous, enfin, chez vous, là où vous vous êtes posé. Et puis, vous recalculez vos dérivés, vous voyez si vous êtes d'accord avec le résultat que j'ai obtenu. Donc la même chose ici, quand on dérive par rapport à y, je dérive par rapport à y, ça veut dire que x est une constante. C'est la seule chose vraiment à retenir. Et après, les dérivés, ben, on sait faire. Hein. Alors, un petit problème amusant, c'est ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles. C'est des sortes d'équations différentielles, mais des équations différentielles sur des fonctions de deux variables. C'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est qu'on cherche à déterminer une fonction à partir de ces dérivées partielles. De la même façon que quand vous avez une fonction d'une variable, si vous connaissez sa dérivée, vous allez réussir à calculer la fonction à une constante près. Donc, on est sur du calcul, on peut dire d'équations différentielles, ou plus simplement, c'est plutôt des calculs de primitives, en fait. Mais les calculs de primitives, quand on n'a qu'une variable, ça va, mais quand on a deux variables, c'est un peu plus délicat. Alors, je vous ai mis un petit exemple. On veut prendre des fonctions définies sur R et R étoile. Pourquoi R étoile? Ben, c'est pour le Y. Si vous regardez, je divise ici par Y. Hein. Donc, qui vérifie? Je connais les deux dérivées partielles, la dérivée par rapport à X et la dérivée par rapport à Y. Donc, j'ai appelé ça relation 1 et relation 2. Et à partir de ces deux dérivées, il faut primitiver, mais simultanément, en fait, à la fois par rapport à X et par rapport à Y. C'est ça qui est un petit peu délicat. Alors, la méthode. Je prends l'une des deux formules. Hein. J'ai pris la première, parce que c'est la première qui me tombait sous la main. Comme c'est par rapport à X, ben, je vais l'intégrer, ce truc-là, par rapport à X, en bloquant Y. Je vais prendre une primitive de ça. Je prends une primitive de ça, mais par rapport à X, puisque ça, c'est la dérivée par rapport à X. Ben, le 2xy. Alors, Y représente une constante. Le 2x, une primitive, ben, c'est x carré. Donc, c'est fait. Le x carré qui est là tout seul. Une primitive, c'est de la forme x3 sur 3. Jusque-là, ça va. Le moins 1 sur y, c'est une constante. Hein. C'est une constante par rapport à x. Donc, quand j'ai une constante et que j'intègre en x, il suffit de multiplier par x. Donc, je vais avoir moins x sur y. Tout simplement. Le 1 qui est là, c'est pareil. En fait, c'est pareil que ce moins 1 sur y. Le 1 qui est là, c'est une constante. Donc, quand je l'intègre par rapport à x, ben, ça fait x. Donc, vous vérifiez, hein, vous dérivez dans l'autre sens. Si je dérive le x, ça fait bien 1. Si je dérive ça uniquement par rapport à x, j'ai bien moins 1 sur y. Et puis tout ça, ben, il y a forcément une constante d'intégration. Hein. Les primitives, c'est toujours à une constante près. Donc, je rajoute une constante. Mais attention, c'est une constante pour x, mais pas forcément par rapport à y. Donc, quand j'écris k de y, c'est une constante qui a le droit de dépendre de y, mais qui ne dépend pas de x. Donc, c'est plus une vraie constante, mais en tout cas, ça ne dépend pas de x. Et ben ça me donne une primitive de ça par rapport à x, donc ça me donne f de xy. Je me dis, je suis contente, j'ai trouvé une belle allure de f de xy. Et maintenant, il faut que ça se recolle avec l'autre expression. Alors, je vais vérifier que si je dérive par rapport à y, ce coup-ci, ce que je viens d'obtenir là, hein, je vais trouver un truc qui ressemble à l'équation 2. Alors, allons-y, on vient d'intégrer, et bien on dérive. Ce coup-ci, je dérive par rapport à y. Donc, je bloque mon x et je dérive par rapport à y. Ici, quand je dérive par rapport à y, c'est y multiplié par une constante. Quand je dérive, il me reste la constante. Ça, quand je dérive par rapport à y, comme ça c'est une constante, ça fait 0. Bon, bah, je laisse mon 0. Ici, c'est de la forme, donc j'ai une constante x et multiplié par moins 1 sur y. Le moins 1 sur y, quand je le dérive par rapport à y, il me fait du 1 sur y carré. Donc, il y avait un moins devant, donc 1 sur y carré, multiplié par le x qui est là. Le x qui est ici, quand je le dérive, rien, il disparaît. Et le ky, quand je le dérive,
Bah, je sais pas, comme je connais pas K, j'appelle K' de Y. Donc, on a supposé ici, et c'est quand même assez un peu hâtif, hein. Mais ce qu'on fait sur les fonctions de deux variables, en vrai, on fait de la physique. C'est-à-dire qu'on dit, oh, c'est dérivable, oh, c'est continu, on se pose pas trop de questions. Donc, c'est toujours sous réserve que ça marche. Le cas de Y ici, je dis que c'était une constante qui ne dépendait pas de X, mais c'était un nombre qui pouvait dépendre de Y, mais qui pouvait dépendre de Y tout en restant dérivable. C'est gentil de sa part. Donc, on ne le connaît pas, mais on suppose quand même qu'il est dérivable, parce que sinon, on s'en sort pas. Alors maintenant, je compare l'expression que j'ai obtenue ici avec l'expression qui est là. Le x carré, c'est bon. X sur y carré, je l'ai. Là, j'ai 2, et là, j'ai K' de Y. Bah, je me dis, pour que ça marche, je vais poser que K' de Y, ça fait 2. Donc, ça veut dire quoi par rapport à Y? Que cette constante K de Y, elle est de la forme 2Y plus quelque chose. Et là, le C, c'est une vraie constante. Elle dépend ni de X ni de Y. Parce que de toute façon, K ne doit pas dépendre de X. Donc, le C, il ne doit pas dépendre de X non plus. Bien, ben, j'ai trouvé K de Y. Maintenant, ben, je remplace ça dans l'expression qu'on avait obtenue ici. Le début, ben, je le recopie. Et à la place de KY, je mets 2Y plus C. Et là, grosso modo, j'ai obtenu toutes les fonctions que, quand je les dérive par rapport à X ou par rapport à Y, je retrouve les formules qui sont là. Ça marche. On n'a pas justifié grand-chose hein, en termes de démonstration ni rien, mais de toute façon, c'est une fonction de deux variables. On voit intervenir ça la plupart du temps dans les problèmes au concours, hein, le sujet qui s'appelle modélisation et informatique, et dans lequel la partie mathématique est finalement assez légère, et surtout, il n'y a pas de justification. En gros, on va dire ça ressemble à de la physique. J'espère que vous n'enregistrez pas, parce que, on va dire, je dis des méchancetés sur la physique, mais on se pose pas trop de questions de justification, de conditions, de validité, etc. On dit ça marche et on fait les calculs. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. C'est qui doit être assez reposant finalement. Alors, autre chose qui va être utile, donc quand on calcule des dérivées partielles, c'est recherche d'extrémum, c'est-à-dire de maximum, de minimum. Un petit peu ce qu'on voit donc avec quand on a les fonctions d'une variable. Je vous rappelle que quand on a un maximum, bah forcément la dérivée est nulle. La réciproque est fausse. Hein. On peut avoir une dérivée nulle sans que la fonction ait un maximum ou un minimum. On a la même chose pour les fonctions de deux variables. Alors, il faut juste qu'on définisse ce que c'est maximum et minimum. C'est assez intuitif. Un maximum, on dit un maximum local. Ça veut dire que si je me place, donc, pour les x, dans une bande x0 moins alpha, x0 plus alpha, pour les y aussi, c'est-à-dire dans mon petit carré de tout à l'heure, hein, eh bien, tous les z vont être plus petits que la valeur qui m'intéresse, la valeur en x0 et y0. Et un minimum, c'est le contraire. Graphiquement, si je reprends nos schémas, donc pas lui, parce que lui était vraiment bizarre, je vais reprendre avec le plus. Alors, si je le fais avec le plus, ce schéma ici, bah, si vous regardez, vous voyez nettement qu'il y a un minimum là. Bon, il est assis sur son minimum. Donc, ça veut dire que ici, la valeur c'est 0, 0. Ben, toutes les images sont plus grandes que 0, 0. Voilà ce que ça signifie. Alors, localement, éventuellement, parce que si on ne veut pas s'embêter avec ce qui se passe plus loin, mais ici, c'est vrai tout le temps. Si je lui fais faire un petit demi-tour, tourne-toi encore un peu. Voilà. Hop, là, ça fait une autre fonction. Et en fait, cette fonction-là, elle va avoir ici un maximum. Donc, c'est assez simple hein, de représenter ce que c'est un minimum ou un maximum. C'est de la géographie, en fait. Hein. C'est un point culminant ou au contraire un creux. Bien. Donc, ça nous donne cette notion de maximum et de minimum. Donc, local, c'est parce que ça peut varier. Après, ça peut faire des vagues. On va s'intéresser que ce qui se passe autour du point. Alors, la fonction qui m'intéressait justement ici, x carré plus y carré, celle que je viens de vous montrer, bah, en 0, 0, il y a un minimum. Parce que
le point, sa valeur, ça fait 0, et que toutes les autres valeurs sont positives, vu que c'est 1 carré plus 1 carré. Ça se vérifie par le calcul. Nous, on l'a vu sur le dessin, mais en fait, ça se vérifie tout simplement par le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La propriété vraiment qui est importante, la même que celle pour les fonctions d'une variable. Pour une fonction C1, on va dire, donc elle a des dérivées partielles, et en plus, ces dérivées partielles sont continues. Pas de souci. Bien, si la fonction a un minimum ou un maximum, forcément, les deux dérivées partielles doivent s'annuler. Voilà ce qu'on va avoir comme contrainte. Attention, la réciproque est fausse, c'est-à-dire c'est comme pour les fonctions. Si vous prenez une fonction d'une variable, si la dérivée s'annule, vous prenez x au cube, ça s'annule en 0, et en 0, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Alors, quand les dérivées s'annulent, on appelle ça un point critique. On appelle ça un point critique, ça veut dire que peut-être que c'est un minimum ou un maximum. C'est un bon candidat, on va dire. C'est un bon candidat, mais c'est pas suffisant. Alors, si je reprends l'exemple que je viens de vous montrer, le truc classique, l'espèce de paraboloïde, on a dit qu'il y avait un minimum. On vérifie, je calcule les dérivées partielles, la dérivée par rapport à x de x, par rapport à y de y, ben en 0, ça fait bien 0. Ça marche. Bon, c'est tout. Si vous prenez le x carré moins y carré, si on calcule les dérivées partielles, on l'a fait tout à l'heure, on a 2x d'une part, moins 2y d'autre part. Et si je regarde en 0, ben ça fait 0, 0. Je dis, hey, peut-être que c'est un maximum ou un minimum. En tout cas, c'est un point critique. Mais en fait, c'est pas ni un maximum ni un minimum. Alors, pourquoi? Parce que l'image, c'est 0. Mais si vous prenez un x non nul et vous calculez ailleurs que 0, vous vous rapprochez, donc le y étant fixé à 0, on calcule f de x0, ça fait x carré. Et ça, c'est positif. Donc, il y a des valeurs qui sont plus grandes que ce 0. S'il y a des valeurs au-dessus, bah, ça veut dire qu'il n'est pas maximum. C'est pas lui le plus grand, puisqu'il y a des nombres au-dessus. De la même façon, si vous figez le x à 0 et que le y, lui, reste variable, bah, le résultat, ça va être moins y carré, donc ça va être un nombre négatif. Ça veut dire que c'est pas un minimum 0, 0. Parce que si c'était un minimum, il n'y aurait pas de valeur en dessous. Donc, il y a des valeurs au-dessus et il y a des valeurs en dessous. C'est pas un maximum, c'est pas un minimum. On dit que c'est un point sel ou un point col comme un col de montagne. Il est où? Comment ça? Oh non, je l'ai transmis, je vais regarder. Faut que j'aille le rechercher. C'est lui. C'était lui, mais avec le signe moins. Voilà. Je relance. Et on va le faire tourner. Et oui. Donc, c'est le point qui est là. Le point qui est au milieu, là. Vous voyez, là où je mets la souris. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce point? Il voudrait bien être un minimum quand je tourne là, ici, par rapport à ce qui se passe là. On sent bien qu'il est au minimum, là. Mais si je le tourne de l'autre côté, par rapport à l'autre profil, voilà, hop. Ici, par rapport à ce qui se passe ici, il est plutôt au maximum. En fait, il est ni minimum, ni maximum. Et ça, c'est possible, voilà, parce qu'on a quelque chose de bizarre, de tordu comme ça. Donc, on peut l'appeler point sel, hein, pour ceux qui font du cheval, je pense que vous voyez à peu près. Il y a l'endroit où on met les jambes et puis ça remonte de chaque côté pour pas qu'on se casse la figure. Et puis, ou alors un point col, vous voyez ce qui se passe par rapport à une montagne. Donc, par rapport à la route, c'est le maximum sur la route, mais par rapport au randonneur qui prend le petit chemin ici, ben lui, c'était son minimum. Donc, comme on n'a pas le droit d'être à la fois un minimum et un maximum, ben, il va s'appeler point critique, et puis c'est tout. Voilà pour lui. Bien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? La suite, c'est que du calcul. Alors, c'est une formule.
c'est bizarre parce que on vous demande de l'apprendre et le plus souvent, quand on l'applique, on se rend compte qu'on n'avait pas vraiment besoin de la formule. Alors, on va définir une composée. Donc pour ça, on prend une fonction f avec deux variables x et y. Et on va remplacer x par une fonction u de t et y par une fonction v de t, avec la même variable t. Mais quand je fais ça, au final, j'ai plus qu'une seule variable, c'est t. Donc, on avait une fonction de deux variables, et maintenant, on l'a transformée en une fonction grand F d'une seule variable. Grand F, pour dire quelque chose, hein, c'est pas du tout la primitive de petit f. La propriété, c'est que grand F est une fonction dérivable. Alors ça, c'est une fonction dérivable au sens usuel du terme. C'est-à-dire, je dérive, j'ai f de t, je dérive f' de t. C'est plus une fonction de deux variables. Mais comme je l'ai composée d'une fonction de deux variables avec les fonctions u et v, quand je dérive, c'est la dérivée d'une composée, c'est une dérivée un peu étrange. C'est assez intuitif après coup, mais bon, on dit quoi? Pour dériver la composée, il faut que je dérive ce qui est à l'intérieur. Donc, je dérive le u, ça me fait u', et je multiplie par la dérivée par rapport au premier terme, par rapport à x. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre côté, le y, donc je dérive par rapport à v, enfin, je dérive le v, et je dérive par rapport à y, et je multiplie. Puis ça, comme je savais pas quoi en faire, on l'ajoute, hein, ça a l'air de marcher. On l'admet, il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur. Alors, on va faire un exemple. L'exemple, hein, vous prenez comme fonction de deux variables x carré fois y au cube, un truc simple. Vous prenez comme fonction u cos t comme v sinus t. Si je prends la formule, vous testez, hein, donc je vous laisse, on va aller vite, c'est bientôt la fin, c'est la fin. Vous vérifierez. Si vous dérivez par rapport à x, on doit obtenir ça, puisque le y est une constante. Pour dériver par rapport à y, c'est le x carré qui est une constante. Et puis, la dérivée de u, la dérivée de v, c'est facile à calculer. Et vous remplacez dans la formule qui est au-dessus. Vous arrangez, vous simplifiez, on trouve cette expression-là. Bon, on est content. Après, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi une formule aussi compliquée alors qu'en fait, vous pouvez calculer la fonction grand F, puisque c'était grand F, c'est petit f de u et de v. Donc, je remplace le x par cos t, donc cos carré t, et le y par sinus t, qui va apparaître donc au cube. Et quand j'ai ça, ça se dérive, ça. Vous avez dérivé un produit. U'(v plus uv', et c'est parti. Et on arrange et on constate qu'on obtient le même résultat. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse relire tout ça, refaire les calculs, surtout. Entraînez-vous à faire les calculs, et en particulier les calculs de dérivées partielles, puisqu'il faut penser à chaque fois à bloquer d'un côté, débloquer de l'autre, et symétriquement. Il faut que je vous fasse, il y en a une qui est fausse, donc il faut que je la corrige. Je vous renvoie le rectificatif, et puis je vais vous envoyer la suite et fin du cours, que vous pourrez commencer à lire donc pour lundi, et lundi on finira ce cours. Voilà, tout pour aujourd'hui. Pour lundi, parce que demain c'est férié, parce que demain c'est mon anniversaire, comme je vous l'ai déjà dit. Donc je travaille pas parce que c'est mon anniversaire. Voilà, enfin je travaille pas. On va pas faire court, quoi. Oui. J'ai une question, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Oui. Au petit 3, limite continuité, l'exemple 3, j'ai pas compris pourquoi on remplaçait le y par moins x ou x. Ben, c'était pour trouver une contradiction. On parle de la représentation. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. C'est l'exemple 3, c'est elle. On essaie de la représenter. Ça boucle un peu parce que est-ce qu'on part de la représentation ou du calcul? Quand on la regarde, on voit bien qu'elle a un problème, quoi. Elle a un problème au niveau du zéro, on ne sait pas quoi mettre. Quand on regarde la fonction, comme elle est définie ici, quand on la regarde ici, on voit bien qu'en zéro, il y a un problème parce qu'on a 0 en haut, 0 en bas. Donc, c'est une valeur interdite clairement, mais on se dit c'est une valeur interdite, mais peut-être qu'elle pourrait avoir une limite. Parce qu'en termes de limite, on est sur du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, quand on jette un coup d'œil à la présentation, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme limite?
On se dit, bah, si je regarde tout ce qui est dans le rouge, je vois bien que ça tend forcément vers un demi. C'est tout le temps un demi. On dit, bah, ça va être un demi, la limite. Et puis, il y a les partisans du bleu qui vont dire, ah ben non, mais quand on est dans le bleu, on voit bien que c'est toujours moins un demi. Donc, forcément, la limite, ça va être moins un demi. Donc, on se trouve ici à avoir deux candidats pour la limite. Et voilà, là, vraiment, c'est déchiré, quoi. On est sur un conflit terrible. Il y a les rouges qui veulent que ce soit un demi, les bleus qui se battent pour que ce soit moins un demi, et on met tout le monde d'accord en disant, non, mais laissez tomber, il n'y a pas de limite. Voilà. Et l'idée, c'est que, en fait, on voit sur le dessin que ces deux droites, y égale x et y égale moins x, elles jouent un rôle important. Elles jouent un rôle important. Je vous l'ai montré par vue de dessus ou vue de dessous. Et ça joue un rôle important quand on fait, voilà, tourner le truc. Tourne-toi un peu, voilà. Et les droites, elles apparaissent parce que, là, c'est plus très parlant. Je reviens. Ah! C'est un peu aléatoire, hein, comme. Alors, on a dit, en bas, c'était en haut, y égale x. Faut que je la tourne un peu plus. Oh, ça se tourne pas toujours comme je veux, hein, c'est pas. Mais tout à l'envers maintenant. Le bleu, c'était y égale x. Donc, j'aimerais bien que ça ait une représentation plus habituelle, mais ça veut pas. Bon, je la reprends parce qu'elle m'agace. Elle tourne pas comme je veux. L'idée, c'est de faire apparaître dans le plan, donc dans le plan en bas, ça c'est les x et ça c'est les y. Donc le rouge c'était y égale x et le bleu y égale moins x. Voilà, et voilà, ça va un peu mieux. Donc ça, dans mon plan, je vois, maintenant que je suis vue de dessus, en bas c'est mon plan, là j'ai les x, là j'ai les y, c'est le plan classique en fait. En rouge, c'est bien le y égale x et en bleu, le y égale moins x. Donc, il y a deux choses, en fait, ça se rejoint. Il y a le côté graphique, où on voit quand même apparaître pas mal de choses. Et puis après, on le reprend par le calcul. Et par le calcul, une fois que j'ai choisi de me promener toujours en bas, c'est-à-dire de bloquer sur cette partie bleue. Donc, la partie bleue, c'est-à-dire y égale moins x. Mais c'est ce que je bloque dans le calcul, ici. Parce que je vois bien que sur la partie bleue, ça fait toujours moins un demi. Donc, il y a le côté graphique et en m'appuyant sur le côté graphique, je remplace dans le calcul et je vois que ça marche, ça fait une constante. Donc, elle est vraiment bizarre comme fonction. C'est ça qui donne l'idée, hein, de remplacer par moins x ou par x. Mais dans un exercice, si on vous faire montrer un truc comme ça, on vous donnera l'indication de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Bien, ben écoutez, on va arrêter là hein, pour aujourd'hui. Donc je vous envoie le document corrigé et puis le document à lire pour lundi. Et puis d'ici là, donc vous m'envoyez vos devoirs à la maison. Continuez à poser des questions. Il y a des gens qui ont posé des questions. Vous pouvez encore jusqu'à demain soir. Hein. Si vous m'envoyez demain soir, c'est bon. Et puis ben dans la suite, moi je vous en enverrai un autre qui est pas mal aussi. Hein. Bien, voilà. Et ben bonne journée et puis bon week-end de travail hein, parce que je vous renvoie du travail. À bientôt. Bon appétit. Merci, au revoir. Bonne journée.